Bonjour à tous. Allez, on continue cette fois avec l'installation, après avoir terminé plutôt l'installation des contrôleurs de domaine. J'enchaîne directement après. Et là, cette fois, on va parler de quelque chose de très important qui est un petit tour sur la console ou les consoles Active Directory. Du coup, ce qu'on a vu déjà, c'est que l'installation de l'AD est faite, très bien, mais une fois installée, qu'est-ce qu'on peut faire avec, en quelque sorte. Du coup, ce qu'on peut voir ici, si on va voir dans la liste des outils, on peut voir que on a des nouvelles consoles qui viennent d'être installées. On a le centre d'administration Active Directory, on a le DNS qui vient de s'installer, on a le domaine et approbation Active Directory, qu'est-ce qu'on a encore? Gestion de stratégie de groupe, module Active Directory pour Windows PowerShell. Qu'est-ce qu'on a encore? On a stratégie ou utilisateur et ordinateur Active Directory. Et puis, je crois, on a site et service. Je ne sais pas où il est, mais il est là. Site et service Active Directory. C'est que ça, c'est l'ensemble de consoles qui sont dédiées à l'Active Directory. Si vous travaillez dans l'ADDS, vous allez passer la quasi-totalité de votre temps ici dans utilisateur et ordinateur Active Directory. Du coup, ici, vous avez la console Active Directory. Autrement dit, c'est à partir de là que vous allez passer la plus grande partie de votre temps. Et sans surprise, vous avez votre domaine qui est là, easy.local. On peut le développer pour trouver des choses qui s'appellent, je ne sais pas, on va le voir dans quelques instants. Alors, on continue avec les autres consoles Active Directory. Du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Sites et services Active Directory. Et là, on va voir la liste des sites Active Directory. Alors, c'est quoi les sites Active Directory? C'est que, rappelez-vous que quand on parle de l'Active Directory, on parle d'un domaine. Alors, j'ouvre Paint ici. On parle bien d'un domaine. Hop, je vais faire comme ça. Et le domaine n'est ni plus ni moins que la frontière logique de l'entreprise. Généralement, le domaine, c'est un triangle. Et à l'intérieur d'un domaine, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la totalité de l'entreprise. Enfin, tout simplement, la société en quelque sorte. Comme ça, allez, la société tout entière. Du coup, si la société, elle porte 50 000 salariés, ben, on va trouver dedans les 50 000 salariés de l'entreprise. Sauf que, ce qui peut poser problème là-dessus, c'est qu'ici, il n'y a aucune frontière physique. Je ne parle pas des frontières logiques, mais on parle bien des frontières physiques. Ce qui peut poser problème là-dessus, c'est que si vous avez un user, allez, on va reprendre la carte du monde peut-être, allez, la carte du monde ici. Si vous avez un user qui est bien en Afrique ici, s'il veut se connecter à un contrôleur de domaine, il aura un contrôleur de domaine à côté de chez lui, il aura aussi un contrôleur de domaine peut-être en Europe, un autre aux États-Unis, par exemple. Le problème qui se pose là-dessus, et vraiment je vulgarise, je caricature, c'est que le contrôleur de domaine ou ce user-là, il peut aller se connecter sur le contrôleur de domaine des États-Unis. Il peut aller se connecter sur le contrôleur de domaine de la France. Il n'y a pas de souci, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais ce qui peut poser problème, c'est les débits. Parce que quand tu es à l'intérieur de ton réseau local, tu as quoi? Tu as un réseau interne, c'est qu'il n'y a pas de contrainte de débit. Les débits à l'intérieur d'un réseau local sont très bons. Par contre, une fois tu sors, là tu as besoin d'Internet ou tu as besoin d'un WAN ou de SD-WAN ou de je ne sais pas quoi. Ici, tu as besoin d'un réseau WAN. Les réseaux WAN sont très chers, sont compliqués à mettre en place, sont coûteux, sont pas super sécurisés parfois. Bref, vous connaissez tous les inconvénients des réseaux WAN. C'est ce qui fait que on ne souhaite pas, nous, que l'utilisateur aille se connecter directement sur des contrôleurs de domaine qui sont très loin. Aussi, il y a la réplication entre contrôleurs de domaine. La réplication se fait souvent au bout de quelques minutes, entre chaque contrôleur de domaine et un autre, même une minute, ce qui fait que ça peut poser beaucoup de problèmes de ralentissement de débit. C'est ce qui fait que si on a beaucoup de contrôleurs de domaine à travers le monde, ils vont faire des réplications tout le temps entre eux. Et ça, c'est aussi mauvais. C'est ce qui fait que quand on installe des sites, on installe des sites vraiment géographiques. C'est qu'on va dire ici, tu as le contrôleur de domaine qui se situe en Afrique. Allez, on va dire contrôleur de domaine de Casa. Ici, on va avoir le contrôleur de domaine de Paris. Par exemple, ici, tu as le contrôleur de domaine de, je ne sais pas, de New York. OK? C'est que là, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas rattacher les utilisateurs qui sont proches de ce site-là ici. Et puis, tu vas planifier la réplication entre ces différents services grâce à cette console de sites et services. Et tu planifies la réplication, par exemple, tu passes la réplication à 2h du matin, à 5h du matin, bref, à un moment où les serveurs peuvent dédier le temps à la réplication, par exemple, ou le week-end, ou ce que tu veux. Ok? C'est grâce à cette console qui s'appelle Site et Services Active Directory,
vous allez pouvoir configurer vos différents sites. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on a par défaut un seul site qui s'appelle Default First Site Name et puis qu'il a les deux serveurs qu'on a ici, nos deux serveurs qu'on a ici qui sont le DC1, le DC01 et le DC02. Alors, comment configurer cela? On le verra un jour en avançant encore plus dans la formation. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme console, pardon. Bref, je perds les mots, je suis fatigué, il est minuit 30. Qu'est-ce que je voulais dire encore comme console, pardon. On a la console domaine et approbation. Je ne sais pas, on ne l'a pas parlé, je pense de ça. Domaine et approbation Active Directory. Alors, domaine et approbation Active Directory, là, on gère principalement les différentes relations d'approbation. Du coup, les relations d'approbation, c'est tout simplement des relations où vous avez, par exemple, vous pouvez avoir deux domaines différents ici, comme ça. Et puis, ces deux domaines, ils peuvent monter entre eux une relation d'approbation. En raison de partenariat, en raison de rachat, en raison de... Bref, peu importe la raison, la relation d'approbation veut dire tout simplement que le domaine qui est là fait totalement, entièrement confiance au domaine qui est de l'autre côté. Généralement, on fait ça dans le cadre des filiales. Parce que si vous avez un très grand groupe qui achète des entreprises tous les jours, les entreprises qui l'achètent, ils ont déjà des AD aussi. C'est ce qui fait que ça va nécessiter de monter une relation d'approbation dans le but d'avoir une forêt et à l'intérieur de cette forêt-là, les domaines, ils peuvent discuter entre eux sans aucun problème. Du coup, la configuration aussi se fait grâce à cet emplacement-là, à cette console-là qui s'appelle domaine et approbation Active Directory. Après, qu'est-ce qu'on a encore plus? Le module Active Directory pour PowerShell. Là, il n'y a rien de spécial. C'est du PowerShell mais spécialement pour Active Directory en quelque sorte. C'est avec les commandes dédiées à l'Active Directory et on va faire ça en avançant un tout petit peu dans la formation. On va faire beaucoup de PowerShell d'ailleurs dans le cadre de cette formation. Alors après, vous avez le centre d'administration Active Directory et quand on parle du centre d'administration Active Directory, c'est un peu du tout. Enfin, moi personnellement, j'aime pas trop. C'est introduit depuis quand? Je me rappelle plus, je crois 2012, hein, 2008 R2, 2012, je me rappelle plus. Mais enfin, personnellement, c'est pas vraiment ce que j'aime le plus. L'objectif, c'est que tu peux réinitialiser le mot de passe, tu peux faire des recherches, tu peux aller te connecter sur des serveurs que tu souhaites et ça groupe un peu du tout sur une seule console. Moi perso, comme je vous ai dit, je suis pas très habitué, d'autant plus que je suis toujours fidèle à l'ancienne école qui utilise directement la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Après, est-ce qu'il y a la possibilité d'aller un tout petit peu plus loin ou de faire un tout petit peu plus de choses? Évidemment oui, enfin on peut personnaliser d'ailleurs nos consoles, il n'y a pas de problème. On peut aller jusqu'à, comme j'ai dit, la personnalisation des consoles que vous créez vous-même grâce à la personnalisation ou la création de vos propres consoles MMC. Alors pour le faire, il est facile d'aller par exemple afficher directement les MMC. Attendez, qu'est-ce que je fais? Je pense que ça a changé depuis. On peut partir directement sur le CMD, partir sur MMC. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On crée notre propre console la plus adaptée à nous. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut directement ajouter ou supprimer des composants affichables. Et là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer votre ensemble de consoles AD ici directement. Par exemple, on peut faire domaine et approbation. On peut faire qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce qu'on a dit? On peut faire gestion de stratégie de groupe. Allez, quelque part ici. Ok. Non, sécurité IP, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Gestion de stratégie. Non, je vois pas très bien. De sécurité, non, c'est pas la bonne gestion de stratégie de groupe, elle est là. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Utilisateur et ordinateur Active Directory. On a dit site et service Active Directory. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Il y a aussi le schéma Active Directory. Enfin, c'est une des consoles les plus importantes. Le schéma, on ne le voit pas ici. Pour pouvoir afficher le schéma, enfin, il vous suffira tout simplement de faire quoi? Exécuter ça encore en tant qu'admin et puis d'insérer le DLL de schéma. Du coup, c'est le reg SVR 32 et puis schéma management.dll. Je crois que ça s'écrit comme ça.
Très bien, ça c'est réussi. Du coup, on va pouvoir ajouter le schéma. Je pense logiquement, il va falloir redémarrer ça. Qu'est-ce que je peux faire? Domaine et approbation, je pense que c'est déjà ajouté. Très bien. On n'a pas oublié grand-chose. On peut faire OK. Après, on peut fermer. Enfin, ça serait mieux d'abord d'ailleurs qu'on ferme ça. On enregistre, oui. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Dans mon bureau, je peux faire AD console. Et là, comme ça, on a créé notre console Active Directory. Du coup, je ferme ça. Ce que je vais faire, je vais encore ouvrir l'invite de commande en tant qu'administrateur. Je ferme ça parce que je ne l'ai pas ouvert en tant qu'admin. Qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Non, on n'a pas besoin de ça d'ailleurs. On a besoin de revenir encore ici dans l'AD console. Et au niveau de l'AD console, on va à nouveau, j'enlève ça aussi, on va à nouveau voir l'ajout ou supprimer. Et quand on vient voir ici, normalement, on doit trouver le schéma Active Directory. Vous voyez, maintenant, il y a la console schéma qui s'affiche. Enfin, l'objectif de faire ça, c'est juste que Microsoft cache la console schéma. C'est une console que vous n'avez pas vraiment raison d'utiliser tous les jours. Et puis, c'est la console qui contient le squelette de l'Active Directory, les bases de données de l'Active Directory et toute la configuration de l'AD. C'est ce qui fait que vraiment, il est déconseillé de donner ça à tout le monde. Du coup, on fait OK. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus encore? L'affichage, on peut changer l'affichage, on peut personnaliser ou changer ou supprimer ou ajouter ou faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire encore là-dessus? J'essaye de me rappeler de quoi je peux parler encore en plus. Dans les options, on peut supprimer le mode auteur et passer en mode utilisateur et puis faire OK. Et puis OK, et puis je pense que c'est bon, on enregistre. Et puis là, vous voyez, on a la console Active Directory. Vous voyez que vous pouvez organiser le travail comme ça. Si vous embauchez quelqu'un, vous lui donnez directement la main à cette console Active Directory. Un petit double-clic comme ça. Et puis, il aura directement accès à la totalité des consoles de l'Active Directory. On a dit... On a schéma d'ailleurs, on n'a pas parlé de schéma. Enfin, vous voyez, ça contient tout simplement la liste de tous les attributs d'Active Directory, peu importe. On revient à utilisateur et ordinateur Active Directory. On ouvre notre domaine, on le développe. Et puis là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la liste de conteneurs et la liste des unités d'organisation de mon entreprise. Bon, du coup, ce que je vais faire, je vais fermer ça. Je vais revenir à mon serveur local et ici, je vais ouvrir utilisateur et ordinateur Active Directory. L'objectif, c'est juste qu'on soit un peu plus concentré sur ça ici et qu'on affiche d'ailleurs que ça. Du coup, qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? Regardez qu'on trouve ici des conteneurs, on appelle ça, des répertoires, sous forme de répertoire. On a le built-in, le computers, le domain controllers, les foreign security, les managed service accounts et les users. Du coup, si on commence à les développer, d'après vous, dans computer, qu'est-ce qu'on trouve? Il n'y a pas de surprise, c'est les computers, c'est les ordinateurs. On n'a aucun ordinateur dans le domaine. Très bien. Vous allez me dire, mais si, on a des ordinateurs dans le domaine, qui sont les contrôleurs de domaine. Les contrôleurs de domaine ne sont pas des ordinateurs dans le domaine, c'est au-dessus, c'est un niveau au-dessus. C'est ce qui fait qu'on les met dans un conteneur un peu spécial qui s'appelle contrôleur de domaine. Et retenez bien le mot conteneur. Et là, vous voyez, on trouve nos deux serveurs, SRVDC1 et SRVDC02. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va voir les users, et dans les users, on va trouver l'ensemble des users que nous avons ici. Par exemple, nous avons le fameux monsieur administrateur, hein, et on le voit ici, administrateur, il est bien là. Du coup, on peut double-cliquer sur cet administrateur pour avoir la totalité des informations de ce monsieur ici. Du coup, on peut aller dans affichage, vous le voyez peut-être pas bien parce que c'est la limite de l'affichage de l'écran. On peut aller dans affichage et puis on peut ajouter les fonctionnalités avancées. Et là, vous allez voir que ça affiche un peu plus de répertoire ici. Ça affiche peut-être ici un peu plus, non pas ici. D'ailleurs, quand je double-clique ici sur l'administrateur, vous allez voir que on a quand même un peu plus d'options qui s'affichent autour de cet utilisateur-là qui s'appelle l'administrateur. Attention, j'utilise des termes spécifiques, et je fais ça exprès. Je dis ici conteneur, je dis répertoire. Répertoire, c'est un nom très générique. C'est comme si on travaille dans un PC classique. Attention, on dit conteneur, c'est un terme spécifique et que j'utilise exprès pour vous familiariser un peu avec le terme. Quand on dit conteneur, on veut dire tout simplement tout ça. Alors, regardez, si je viens ici, je fais bouton droit. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais voir nouveau. Et puis, dans nouveau ici, je peux créer
je peux créer quelque chose qui s'appelle ordinateur, contact, groupe, inter, ms, etc., alias. Et puis là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve unité d'organisation. OK? Et là, vous voyez que quand je crée moi-même quelque chose de nouveau, ce que je crée s'appelle unité d'organisation. Il ne s'appelle pas conteneur. Du coup, c'est quoi la différence entre les deux? Les conteneurs sont créés par défaut. Les unités d'organisation, c'est à nous de les créer. Enfin, il y a une seule unité d'organisation qui est les domaines contrôleurs ici. Et du coup, pour tout le reste, c'est des conteneurs. La différence entre les deux, c'est que les unités d'organisation, faites ce que vous souhaitez, unité d'organisation. Du coup, c'est des unités que vous créez vous-même pour organiser votre société. Les conteneurs, c'est quoi? C'est totalement différent. C'est tout simplement des répertoires qui sont créés par défaut, sur lesquels vous pouvez faire beaucoup, on va dire, très peu de choses, en quelque sorte, beaucoup moins de choses que ce que vous faites sur les unités d'organisation, et en particulier, les stratégies de groupe ne s'appliquent pas sur les unités d'organisation. C'est quoi stratégie de groupe? On ne va pas s'embêter pour le moment par ça, mais mettez ça en tête, mettez quelque chose comme ça en tête, c'est que il y a quelque chose qui s'appelle stratégie de groupe, c'est l'application des règles de l'entreprise sur l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise ou l'ordinateur ou les groupes, peu importe, et ces stratégies-là, on ne peut pas les appliquer sur des conteneurs, c'est pas fait vraiment pour ça. Du coup, les unités d'organisation, on va les appeler comment? Généralement, si dans une entreprise, plus ou moins qui se respecte, vous allez mettre l'organisation de l'entreprise. Déjà, vous avez dans un AD principalement quoi? Des utilisateurs, des ordinateurs et des groupes. N'importe quoi. Là, ça confirme la fatigue. Et des groupes. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On peut par exemple créer des utilisateurs. On va dire utilisateur. Ok, utilisateur, je ne me trompe pas. On le protège contre la suppression accidentelle, etc. Et là, vous voyez, il nous a créé une unité d'organisation. Et regardez la différence. User, quelle gueule est là? Et regardez la gueule de l'unité d'organisation utilisateur. Vous voyez la petite différence entre les deux, ce qui vous dira ce qui est unité d'organisation et ce qui est conteneur. Après, on peut encore créer encore une nouvelle unité d'organisation qu'on va appeler ordinateur. Ordinateur. Très bien. Et le dernier qui s'appelle groupe. C'est ici. On va créer les groupes. Du coup, après, dans l'utilisateur, ce que vous pouvez faire, vous pouvez encore créer des unités d'organisation. Par exemple, ici, on peut créer des unités d'organisation en fonction de l'organigramme de l'entreprise. Ça, je ne sais pas vous dire trop comment vous allez pouvoir le faire, mais c'est à vous de voir l'organigramme de votre société. On peut ouvrir Google et puis aller faire, par exemple, tout refuser, tout accepter, peu importe, organigramme entreprise, exemple. On peut voir l'organigramme de l'entreprise. Là, par exemple, vous prenez ça comme ça, vous avez l'organigramme de l'entreprise. Par exemple, directeur et production, directeur de production, pardon, production, finance, RH, commerce, juridique, par exemple. Allez, on va faire production. Encore, nouveau, unité d'organisation, RH. Allez, on va dire juridique. Encore. Finance. Par exemple, encore technique. Et la dernière, RH. RH. Là, par exemple, vous avez 5 unités d'organisation au sein de l'unité d'organisation utilisateur. Après, vous pouvez faire pareil. Hein. Vous avez compris le principe. Hein. À l'intérieur, vous avez les usines, vous avez ici la paye, comptabilité, gestion, etc. Bref, faites l'organigramme de la société. Et à chaque fois que vous le fassiez bien, mieux c'est. C'est très important de penser à détailler tout cela très très bien. Pareil pour les ordinateurs, il faut faire pareil. Par exemple, vous pouvez les grouper au même niveau que les utilisateurs, ou bien faire peut-être autrement, par marque, par référence, les laptops, desktop, etc., serveur ou laptop, etc. Par exemple, on peut faire ici un truc très simple, unité d'organisation qui s'appelle laptop. Laptops. Bon, bref, j'ai défoncé le truc, c'est pas grave. La unité d'organisation, on va dire serveur.
Là, on va appeler ça PC directement. PC et serveur. Vous voyez? Pareil pour les groupes, on parlera des groupes après. Mais bon, bref, vous avez compris le principe, c'est que on a créé des unités d'organisation. L'objectif, c'est que les conteneurs, on les touchera jamais. Mais vraiment jamais. Du coup, tout ce qu'on fait, on le fait sur les unités d'organisation ici. OK? Par exemple, sur les utilisateurs, il ne faut pas l'oublier, par exemple, on peut créer une nouvelle unité d'organisation ici qui s'appelle par exemple admin. Et là, on aura tous les admins ici. OK? Du coup, ça, c'est un peu le principe ou ça, c'est un peu l'objectif, on va dire. Non, attendez, je fais n'importe quoi ici. L'objectif, ça sera d'organiser vraiment bien le travail ici au sein de la société. Après, qu'est-ce qu'on peut voir encore après les MMC, après avoir vu les unités d'organisation et comment l'organiser? Oui, c'est quelque chose qui s'appelle le Distinguished Name. Autrement dit, c'est que ce qu'on voit ici, si on prend un utilisateur ici, qui s'appelle administrateur, cet utilisateur qui s'appelle administrateur, il a un vrai nom derrière, hein? Il a un vrai nom derrière cet utilisateur, et le vrai nom qu'il a, c'est quoi? C'est le Distinguished Name de l'utilisateur. Le DN d'un utilisateur est constitué de quoi? Il est constitué un DN, il est constitué de CN, plus l'unité d'organisation, plus le domaine. OK? Ça, c'est très important à le comprendre. Du coup, le DN de cet utilisateur. Après, on peut voir dans les éditeurs d'attributs de chaque utilisateur, on peut voir l'éditeur d'attributs de cet utilisateur. Par exemple, filtrer, qu'est-ce qu'on va dire, afficher uniquement les attributs ayant des valeurs. Et ici, on va le trouver. Le distinguished name de cet utilisateur, c'est quoi? Il est constitué de CN, qui est le common name, qui s'appelle administrateur. Il fait partie d'un autre CN qui s'appelle user. Attention, ce n'est pas une unité d'organisation, mais c'est un conteneur qui s'appelle user. Il fait partie de DC easy, DC local. Du coup, c'est tout simplement, on va refaire le tour. Administrateur, il fait partie du user. Et user, il fait partie de easy.local. Du coup, prenez un truc très simple. On va prendre ici le groupe des admins. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouvel utilisateur. Bon. C'est pas grave, là on avance un peu plus dans le cours, il y a tout un chapitre sur la création des utilisateurs. C'est pas grave, on va créer un nouvel utilisateur. On va l'appeler Easy. Le nom, je sais pas, enfin par exemple Easy France. Ici le nom d'ouverture de session EF, Easy France, @easy.local. OK. L'utilisateur doit changer de mot de passe, là on enlève. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. L'utilisateur, le mot de passe n'expire jamais. Et le compte est désactivé. Bon, bref, on met un petit mot de passe ici. Et comme ça, on a créé un utilisateur. Très bien, terminé. Et on a le gars qui s'appelle Easy France. Il est bien ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus avec ce monsieur-là? On peut double-cliquer ici. Et puis, aller dans l'éditeur d'attributs. Et là, d'après vous, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver Easy France. Elle est là d'ailleurs. On va voir. Le CN, c'est Easy France. Il fait partie de l'unité d'organisation qui s'appelle admin. Elle est là. Qui, à son tour, elle fait partie de l'unité d'organisation qui s'appelle utilisateur. Et qui, à son tour, fait partie de DC Easy, DC local. Du coup, le contrôleur de domaine Easy, point local. Et qui est coupé en deux parce que le point coupe le domaine en deux. OK? C'est que là, ça nous permettra très bien de comprendre ça parce que après toutes les commandes que vous appelez en Active Directory, toutes les commandes que vous appelez en PowerShell, c'est des commandes qui s'appliquent sur le langage LDAP, autrement dit avec les Distinguished Name ou les DN de chaque utilisateur ou chaque attribut que vous avez dans l'Active Directory. Après, autre chose de très important, c'est comment faire des recherches dans l'Active Directory. Après, pour faire des recherches, il y a 1001 façons d'accéder à des recherches. Hein. Par exemple, on peut voir ici, cet utilisateur, il est membre de quoi? Par exemple, on peut venir ici, reprendre le user administrateur. On peut voir ses propriétés et on peut voir il est membre de quel groupe. Un utilisateur, il est d'habitude membre des groupes. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit connaître dans les notions de base. Si vous ne le connaissez pas, je vous le dis. Si vous ne le comprenez pas, ce n'est pas la fin du monde. On va parler de cela en détail en avançant dans la formation. Du coup, ici, vous voyez qu'il fait partie d'un certain nombre de groupes. On peut faire, par exemple, ici, ajouter et on a la fameuse
la fameuse console magique qui s'ouvre, qui nous parle de tout simplement qui nous dit de comment rechercher dans l'Active Directory. Alors, ici, on peut spécifier le type d'objet qu'on recherche. Par exemple, ici, on cherche que des groupes, principalement des groupes, les principaux de sécurité intégrée ou directement les groupes. Après, on va voir qu'il est possible de faire plus de choses comme ça, plus de choses que ça. Alors, les emplacements, qu'est-ce qu'on a? Dans quel emplacement on peut faire la recherche? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écrire n'importe quoi ou n'importe quel mot. Par exemple, GR, vérifier les noms. Et là, il nous trouve des groupes qui commencent par GR. Groupe d'accès d'autorisation, groupe etc., etc. Du coup, on peut ajouter OK. Et là, on a trouvé le fameux groupe en question. On peut aller un peu plus loin. Et quand c'est souligné comme ça, c'est qu'il l'a trouvé. On peut aller plus loin avec avancé. Et avec avancé, on peut aller faire des recherches un peu plus précis. Par exemple, ça doit commencer par ou égale exactement à telle chose, etc., etc. Et on peut avoir les résultats directement ici. Bon, bref, c'est quelque chose que vous allez trouver plusieurs fois. Par exemple, si je prends les groupes ici, groupe, c'est toujours avec deux têtes ici. Et là, si vous prenez propriété, les membres de ce groupe-là, vous faites ajouter. Et là, si vous faites les types d'objets, vous allez trouver la totalité des types d'objets qui peuvent exister. Par exemple, nous, on a un contrôleur de domaine qui s'appelle SRV. Si je cherche SRV ici, comme ça, vérifier les noms, je ne trouve rien du tout. Enfin, après, si je cherche dans les types d'objets, de tous les types d'objets, quels que soient les types d'objets, j'imagine que si je fais SRV, j'aurai de la chance de trouver quelque chose, DC01 ou DC02. Si je choisis ça, on peut facilement, on peut après le sélectionner sans problème. C'est pareil pour avancer, on peut aller plus loin dans cette partie-là. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? À force de faire des recherches, voire même beaucoup de recherches, il est possible d'avoir besoin de faire des recherches spécifiques dans l'Active Directory. Ces recherches spécifiques sont généralement liées à des choses spécifiques dont vous avez besoin ou que vous avez besoin au sein de votre société. Et dans ce cas-là, vous allez devoir créer ce qu'on appelle les requêtes enregistrées. C'est quoi les requêtes enregistrées? Ce ne sont ni plus ni moins des recherches qu'on a l'habitude de faire dans l'AD ou qu'on fait souvent dans l'AD. Le principe des requêtes enregistrées, c'est tout simplement de les créer. Par exemple, créer des dossiers, créer par exemple des recherches users. Allez, on va écrire bien le mot utilisateur. On peut faire des recherches sur la base des ordinateurs. Vous avez compris le principe. Ordinateur. Et on peut faire des recherches sur la base des groupes. Et là, on peut créer sur la base des groupes. Du coup, sur les utilisateurs, il est possible après de créer une nouvelle requête. Le principe, c'est que vous allez donner un nom à votre requête, une description. Pensez vraiment à faire des descriptions. La requête racine, c'est où exactement nous allons chercher. Et puis, on va définir les requêtes. Attention, quand on écrit ici la racine, c'est où exactement on va chercher. Attention à cette partie-là, inclure les sous-conteneurs. Du coup, l'objectif, c'est simple. Si je fais chercher, par exemple, dans utilisateur, je prends ici utilisateur. Si je laisse ça comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher dans tous les membres de utilisateur. Du coup, j'imagine que c'est plus important de laisser ça comme ça. Définir les requêtes. Et là, je définis la requête. Je définis ce que je veux. Je recherche que, par exemple, des utilisateurs ici, avec des noms de contacts de groupe, etc. Avancé, on peut aller encore beaucoup plus loin avec plus de conditions qu'on insère directement ici, que je vais vous montrer dans quelques instants. Après, ici, on peut ajouter des choses comme on souhaite. On peut chercher, on peut faire des recherches assez personnalisées ou assez spécifiques. On peut chercher dans les unités d'organisation, les recherches communes, les utilisateurs, les groupes, bref, etc., etc. Et là, quand on définit la requête, on peut spécifier des choses. Par exemple, on peut dire les comptes désactivés. Par exemple, là, je peux faire OK. Et là, je peux faire, par exemple, compte désactivé. Désactivé. Et là, on peut faire OK. Et là, vous voyez, il nous a généré quand même une chaîne de recherche spécifique. Et là, on peut faire OK.
Et là, il nous donne la liste des utilisateurs désactivés. Et du coup, si tu as un utilisateur qui a un compte désactivé, il vient râler, il vient dire ouais, mais j'ai un problème, etc. Ce que tu vas faire toi, au lieu d'aller faire des recherches, etc., c'est trop casse-tête, tu as déjà la requête enregistrée ici. Tu vas dire attends, je vais voir les comptes désactivés. Ah, généralement, tu ne vas pas trouver 15 000. Hein. Il y aura un problème si tu trouves 15 000. Du coup, tu vas dire ah oui, regarde, ton compte il est là, il est désactivé, etc. Je vais l'activer, je vais faire le nécessaire, etc. Et là, tu peux faire un double clic ici, activer le compte. Et du coup, le moment où tu actives le compte, tu ne le trouveras plus après dans les comptes désactivés. Vous voyez ce que je voulais dire. Après, pareil, tu peux créer autant de requêtes que tu souhaites. Hein. On peut créer des requêtes ici. On peut aller définir la requête ici. Et on peut, par exemple, mot de passe sans date d'expiration ou le nombre de jours de la dernière session. Ça, c'est très important. On a trop envie parfois de chercher cette information au sein de l'entreprise pour différentes raisons juridiques ou peut-être de raisons techniques. Par exemple, on peut parfois désactiver tous les comptes des utilisateurs qui n'ont pas fait depuis 30 jours. Parfois, ce qu'on fait, on dit bah écoute, on va dire écoute, sors-moi la liste de ces users, on va le checker, on va voir pourquoi. S'il y a une personne qui est partie en congé, en congé de maternité où il a passé 5 semaines, posé 5 semaines de congé, enfin on va pas lui couper le compte. Par exemple, on peut faire comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Inactif 30 jours, par exemple. On peut faire comme ça, un truc comme ça. OK. Et là, ceux qui sont inactifs pendant 30 jours, on clique, on les affiche ici. Et l'administrateur, chaque matin, il va checker, il va voir pourquoi ce gars-là, depuis 30 jours, il n'est pas là. OK. Ça peut être très important, très pratique. En tout cas, ça fait partie des requêtes les plus célèbres là-dessus. Vous avez compris le principe. Vous pouvez faire autant de requêtes que vous souhaitez. Mot de passe sans date d'expiration. Faire des recherches qui commencent et qui se terminent, etc. Des descriptions. Mais même, on peut aller encore plus loin. Je peux aller ici. Sur Internet, je peux faire ici comme ça, requête enregistrée, Active Directory exemple, et on peut même trouver des exemples plus avancés des requêtes enregistrées dans l'Active Directory. On peut trouver sur le net, hein, peu importe, on prend n'importe quel site, sur le net, on peut trouver pas mal d'exemples des requêtes enregistrées ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des requêtes enregistrées intéressantes? Exemple, oui, exemple de requête LDAP pour Active Directory. Prenons quelques exemples utiles, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Recherchez les administrateurs dans les groupes administrateurs de domaine, administrateurs d'entreprise. Là, vous allez faire quoi? Object class égale user, object category égale person, admin count égale 1. Admin count égale 1. Et là, on fait ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on a dit? Admin dans les groupes admin de domaine et admin d'entreprise. Et là, vous pouvez venir ici. Tout simplement, vous créez une nouvelle requête que vous allez appeler admin dans admin domaine et entreprise. Vous pouvez raconter le blabla que vous souhaitez ici, définir la requête. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas comme ça. Définir la requête. Et puis, non, je cherche dans le mauvais endroit. Là. Ah non, c'est pas ici. Définir ici la requête. Et puis, on va choisir ici dans utilisateur, avancer. Et puis là, on ajoute notre requête. Champ utilisateur. Là déjà, d'ailleurs, tant qu'on en parle ici, tant qu'on est là, vous voyez qu'on peut aller encore beaucoup plus loin dans les recherches. En précisant beaucoup plus d'informations. Par exemple, tous ceux qui sont à Paris, tous ceux qui sont à un tel numéro de téléphone, etc. Et là, toutes ces informations-là, vous pouvez les mettre ici facilement, sans aucun problème. Du coup, vous pouvez... Qu'est-ce que je voulais dire? Je trouve pas requête personnalisée. Recherche personnalisée. Non, c'est pas ici. Attendez, je trouve pas. Je crois que c'est ici. Non, c'est pas ici. Fatigué. Unité d'organisation, non, c'est dans les utilisateurs. Les noms description, plus avancé. Qu'est-ce que je voulais faire ici? On va préciser, par exemple, peu importe ce que c'est, la valeur non. Non, attendez. Là, je ne trouve plus. Ah, c'est ici, car non, il ne nous laisse pas le mettre.
Bon, je pense pas que recherche personnalisée, les requêtes communes, non. Les recherches personnalisées, non, c'est pas ici. Ça doit être dans les utilisateurs toujours, mais bon, ici, j'ai pas l'impression que ce qu'ils souhaitent faire, j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça. Ouais, enfin, il la passe comme ça, mais je suis sûr que non, hein. Je suis sûr que c'est pas ici que ça doit se faire. Attendez, on va revoir ici le name. Oui, la personnalisée advanced. Je ne sais pas pourquoi ils veulent pas. Il le veut pas. Attendez. Recherche personnalisée avancée. C'est ce que je... Oui, mais je ne sais pas pourquoi ça voulait pas. Je cliquais pas sur avancer. Ok, très bien. On l'a ici. On va faire OK. Et là, très bien, on a le paramètre qui s'ajoute ici. Et puis je fais OK. Et on a le paramètre qui s'ajoute ici. Et puis s'il y a quelque chose dans la recherche, on peut le retrouver facilement. Du coup, pareil pour les autres. Hein. On peut, par exemple, lister les groupes créés dans une période spécifique. Lister tous les groupes AD qui sont vides. Là, on peut le faire, c'est très facile. Allez, on va refaire l'exercice pour confirmer qu'on n'a pas oublié. Nouveau, requête. On peut partir sur, par exemple, groupe vide. Définir la requête. Qu'est-ce qu'on a dit? Requête, recherche personnalisée, avancée. On va mettre ça ici. OK. OK. Et là, on a les groupes vides qui s'affichent ici. Du coup, là, ça c'est vide pour le moment. On parle de groupe, on parle bien de groupe. Du coup, on va mettre dans groupe. Ça, c'est pareil, on va le mettre dans groupe, etc. Bon, vous avez compris le principe. Il suffit d'aller faire un petit tour sur le net. Vous allez trouver énormément d'exemples en tout cas. Trouver les serveurs d'Exchange dans un domaine, imprimer tous les groupes avec etc. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'est-ce qu'il nous dit? Tous les serveurs de domaine membres à l'exception des contrôleurs de domaine. C'est très bien ça, c'est excellent. On peut ajouter la liste de tous les serveurs qui sont membres en entreprise à l'exception des contrôleurs de domaine. Du coup là, on peut aller le faire dans ordinateur. Je pense que ça sera la dernière. Et puis on s'arrêtera ici. Du coup, on peut venir ici dans ajouter une nouvelle requête. On va dire tout serveur sans DC, sans les contrôleurs de domaine. Parcourir, non, c'est pas parcourir, définir la requête. Là, c'est pareil, recherche personnalisée, avancer. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça, on va mettre ça comme ça. Et puis ça serait très bien. Si on veut savoir la liste de tous les serveurs sauf les contrôleurs de domaine, on peut venir ici. Bon, on n'a rien pour le moment parce qu'on est dans un état vide. Du coup, tout cela, il sert à vous préparer votre environnement de contrôleur de domaine pour que vous puissiez accueillir après les utilisateurs, les ordinateurs, etc., etc. On a vu énormément de best practices. Je préfère vous montrer une dernière best practice. C'est que vous allez prendre ce gars-là qui s'appelle Admin France. Vous allez faire quoi? Vous allez faire propriété, vous allez faire membre 2, vous allez chercher à ajouter quelque chose, vous allez faire admin, vous allez vérifier le nom, vous allez trouver la liste de tous les administrateurs, OK, OK, et puis vous appliquez. Et puis ce monsieur-là, il est devenu administrateur de l'entreprise, de schéma, de l'hyper-V, de domaine, pratiquement de tout. Enfin, après, de groupe utilisateur de domaine, il ne sert pas à grand-chose là-dessus. Du coup, l'objectif, ça sera que vous créez vous-même des groupes des utilisateurs, des nouveaux utilisateurs, et vous vous connectez avec ces utilisateurs-là. Même, j'ai envie de dire, on peut faire mieux que ça. C'est qu'ici, pour ce monsieur-là, il ne fait pas ça. Par exemple, on va supprimer tout ça pour lui. Alors, on va lui supprimer tous ces groupes-là, comme ça, comme ça. Et on peut même créer un autre utilisateur qui est la même personne, mais en mode administrateur. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer un nouvel utilisateur ici. On va l'appeler Easy France Admin. Et du coup, qu'est-ce qu'on va dire? EFA. A comme admin. On va faire OK. On va insérer un mot de passe. On va revenir à tout ça en détail. Hein. Suivant, terminé. Et puis l'admin, le user admin, c'est lui qui va avoir ce privilège-là. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Membre 2, ajouter. Et là-dessus, on va ajouter la totalité des groupes administrateurs. OK, OK,
Appliquer, ok. Du coup, cet utilisateur-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre et on va le mettre dans le département qu'il faut. Par exemple, s'il fait partie de département, attendez, on a appelé ça production, technique, enfin, c'est pas technique, moi je voulais dire la DSI. DSI. Et puis, ce monsieur qui est dans les admins, on va le mettre dans DSI. Très bien. Ok. Du coup, on l'a copié dans le DSI. Et dans le groupe d'admin, on n'aura que les utilisateurs admin. Du coup, au lieu de se connecter avec l'utilisateur administrateur, qui est très connu, il vaut mieux passer administrateur parce qu'il est le plus connu. Même, il vaut mieux aller après, on va dire, l'abandonner complètement, le désactiver et travailler qu'avec le compte EFA qui est Easy France Admin. Ok, et Easy France Admin, personne ne le connaît sauf les administrateurs de l'entreprise. Ça fait partie des best practices qui améliorent la sécurité au sein de l'entreprise. On est à 40 minutes, ça fait un peu trop. Je vais m'arrêter là. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Il est 1h du matin même, je dois dormir un peu. Et puis, on va continuer après sur la création des utilisateurs et un peu de PowerShell. Bonne soirée à vous tous.